déclencher la colère des étudiants. Il était à la fois paniqué et en même temps illuminé, rien n'aurait pu l'arrêter. Si on fait pas quelque chose pour moi, je me tue. Et je veux pas retourner en Russie. Voilà quelqu'un qui a vraiment joué son destin sur un jour, même pas sur 5 minutes. Sa mère lui disait « tu m'abandonnes, tu n'aimes plus ta mère ». Comment oses-tu trahir ton pays, trahir ta famille? Il y a eu un plan du KGB pour lui briser les jambes. Les gens passaient des nuits entières à faire la queue pour avoir un billet. Il pouvait parler à Jackie Kennedy, à Donald Trump, d'égal à égal, alors qu'il n'était qu'un danseur. Il a aimé scandaliser et afficher le plus possible les extravagances. La danse est un art bien difficile et bien exigeant. C'est tout à fait difficile et sacrifice. C'est quelqu'un de seul. Il le sait depuis qu'il est parti. Il s'empêchait de tomber amoureux, il s'empêchait d'avoir des désirs trop évidents. Laisser sa famille, c'est quelque chose qui a été une vraie déchirure, une vraie souffrance. Je viens demander à un intrus de se retirer. Au revoir, monsieur Nureyev. Ce qui faisait peur, c'est sa personnalité. On avait peur qu'il dérange. Pour lui, les horaires ne voulaient rien dire. Rudolf est imprévisible. On ne sait pas, tout d'un coup, il pète les plombs. Il pensait que son temps était beaucoup plus précieux que celui du commun des mortels. Rudolf était toujours nostalgique quelque part. Il voulait jamais en parler, mais ça le travaillait. Comment est-il devenu l'un des plus grands danseurs de tous les temps? Mais qui était donc Rudolf Nureyev? Pour partir à la découverte de cette histoire incroyable, nous allons voyager en Union soviétique, sur les planches du Kirov, dans l'univers feutré de la danse et de l'excellence. Nous allons également tenter de savoir comment, en quelques heures, il a bousculé la diplomatie en faisant le choix de l'exil. Quitter l'Est pour l'Ouest, partir pour ne plus revoir sa famille. Ce choix, vous allez le voir, va hanter Nureyev durant toute sa vie. Il sera également un travailleur forcené, une étoile, une diva, un génie capricieux, complexe et insondable. Mais avant tout cela, avant de conquérir le monde, il a fallu quitter Leningrad, car c'est là-bas que tout a commencé. En novembre 1960, une jeune Française est à Leningrad pour repérer les danseurs du Kirov qui viendront en tournée à Paris dans quelques mois. J'ai été extrêmement surprise par la qualité du ballet féminin, mais un peu moins par la qualité des solistes masculins. Les danseurs se succèdent, mais rien n'y fait. Janine Ringuet s'apprête alors à repartir. Soudain, je vois devant moi une affiche et je dis au directeur, mais vous donnez un ballet demain, ce Don Quichotte. Ça m'intéresserait beaucoup de le voir. Oh, ça n'est pas la peine, me dit-on. On me dit non, c'est un ballet poussiéreux, non, il n'y a même pas une bonne distribution. Non, il vaut mieux que vous alliez voir autre chose. Mais Janine Ringuet est une femme passionnée et curieuse, et elle décide d'aller voir ce spectacle malgré tout. Et je suis stupéfaite par la qualité de danse d'un garçon que je n'avais pas vu danser dans les autres spectacles et qui était absolument extraordinaire. Émerveillée, elle prend quelques clichés flous de ce danseur dont elle ne connaît pas encore le nom. Je me suis dit, ce danseur est absolument fabuleux, il faut absolument qu'il vienne. Je vais trouver une vieille ouvreuse que je connaissais. Je lui dis, mais qui est le jeune homme qui danse, le soliste? Elle me dit, oh, c'est notre meilleur. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev. C'est donc le nom du soliste masculin que la jeune Française aimerait faire venir à Paris. De retour à l'hôtel, elle envoie aussitôt un télégramme à son directeur. Dans le télégramme, je dis simplement « J'ai vu ce soir le plus grand danseur du monde. Il s'appelle Rudolf Nureyev. » Et le lendemain,
Je reçois en retour un télégramme. Ma chère Janine, vous êtes encore un peu jeune dans le métier pour décider de qui est le plus grand danseur du monde. Dès lors, Janine Ringuet souhaite comprendre pourquoi le directeur du ballet lui a caché l'existence de ce Nureyev. Elle a dit, mais il faut absolument que ce danseur vienne en France. Elle a dit, non, c'est très difficile, il ne peut pas venir en France, il n'est pas programmé, on a besoin de lui ici, il ne peut pas venir en France, c'est pas possible. Elle a insisté, elle s'est rendue compte qu'elle se heurtait à un mur. Si le directeur semble si gêné, c'est que ce jeune homme n'est pas un danseur comme les autres. Il est le plus brillant de la troupe, mais aussi le plus indiscipliné. Il refuse d'adhérer au Parti communiste, il n'assiste pas aux réunions de propagande, il ne respecte pas le règlement. Il ne s'écrasait pas, il affichait son originalité, son caractère, ses coups d'humeur, ses mœurs aussi, parce qu'il était homosexuel. Il ne s'en cachait pas. Il y avait des troupes étrangères qui passaient à Leningrad, mais il se précipitait pour aller les voir. C'était interdit quand même de contacter un étranger. Il avait appris l'anglais, il se débrouillait. C'est donc le comportement jugé subversif de Rudolf Nureyev qui est en cause, mais Janine Ringuet ne s'avoue pas vaincue. Je rentre à Paris, bien décidée à ne pas me laisser faire. De retour à Paris, son directeur décide alors de prendre contact avec la ministre de la Culture à Moscou. Elle a dit oui, c'est un très très grand danseur. Mais malheureusement, il n'a pas de discipline. Ah bon. Et c'est un peu gênant de l'envoyer à l'étranger. Et je réinsiste et je recommence. Il n'est pas question de présenter le ballet du Kirov sans sa vedette masculine. Quelques mois plus tard, la détermination de la jeune femme va finir par payer. Nureyev se retrouve sur la liste des danseurs invités à Paris. 5 jours seulement avant le départ, le visa de l'ambassade de France est tamponné sur son passeport. L'étoile russe a encore du mal à y croire. Nous sommes le 11 mai 1961. Janine Ringuet se rend alors à l'aéroport du Bourget pour accueillir les danseurs russes. J'attends. Et j'attends avec impatience de voir si Nureyev va être là. Soudain, du troupeau, sort un jeune homme vêtu d'un petit imperméable étriqué, d'un béret basque sur la tête, à l'air complètement sauvage, et qui vient vers moi en me regardant fixement et qui dit « Je sais ce que vous avez fait pour moi. Je suis Rudolf Nureyev. » Quelques jours après son arrivée à Paris, Rudolf Nureyev est impatient de concrétiser son rêve d'enfant, danser sur la scène de l'Opéra Garnier. Il est arrivé en courant comme un animal. C'était comme un tsunami, il envahissait l'espace. Lui, il avait une espèce d'envie de prendre le plateau, de prendre le public, de se jeter. Il y a un côté fou chez Nureyev dès le départ. Je donne tout et j'emporte tout avec moi. Il volait, il restait suspendu en l'air. C'était extraordinaire. On sortait dans la salle, un silence, les gens retenaient leur souffle. Immédiatement, on se rend compte que c'est le plus grand danseur du moment. En quelques pas, Nureyev emporte tout avec lui. Le public parisien vient de découvrir une étoile de la danse. Il a eu un triomphe, absolument un triomphe. Vous ne pouvez imaginer le nombre de rappels, les cris d'enthousiasme. En fait, tout Paris était déjà conquis. La presse parle de lui en termes extrêmement élogieux. On dit de lui que Leningrad détient son nouvel homme dans l'espace. Celui qui a failli ne jamais voir Paris devient alors la vedette incontournable de la tournée occidentale. Et cet intérêt médiatique n'est pas sans inquiéter la direction de la compagnie, qui a fait passer ses consignes
à ses danseurs. Avant chaque tournée, il y a une formation sur le comportement à avoir vis-à-vis des journalistes, mais aussi vis-à-vis du quidam de la rue. On explique bien aux Soviétiques à quel point il faut faire très attention lorsqu'on arrive en Occident, qu'il faut rester en groupe, qu'il ne faut pas se déplacer seul. On leur donne le type de questions qu'on va leur poser, on leur donne le type de réflexion que les Occidentaux ne manqueront pas de leur faire, et on leur donne les réponses qu'il faut leur donner. Et l'encadrement ne s'arrête pas là. Sur place, les artistes sont très surveillés. Il y avait plusieurs officiers du KGB qui travaillaient pour suivre les artistes. Mais il y a un artiste qu'ils suivent en particulier, c'est bien sûr Rudolf Nureyev. Il est suivi partout, mais ça lui est égal. Pour Nureyev, il fait rien de mal. Le danseur russe entend bien profiter de la vie parisienne. Pendant presque un mois, nous sommes vus tous les jours, avec des sorties différentes. Il était grisé par Paris, il sentait l'air de la liberté, il aimait sortir, il voulait vivre sa vie. Il a voulu aller voir West Side Story. Alors là, il était fou de joie, il est sorti dans la rue, il dansait la cha-cha. Enfin, il était très, très amusant. Nureyev pose 1000 et 1000 questions. Il s'intéresse absolument à tout. Il a envie de tout comprendre. De temps en temps, il me disait « Regardez, derrière nous, il y a quelqu'un qui nous suit ». Et c'était effectivement quelqu'un du KGB, qui était toujours le même, qu'on voyait toujours derrière. Donc, il voulait voir où nous allions, etc., etc. Et cet agent du KGB ne tarde pas à adresser à Moscou ses rapports sur le comportement subversif de Rudolf Nureyev. Des données sont parvenues de Paris selon lesquelles Nureyev enfreignait les principes de conduite des citoyens soviétiques à l'étranger. Bien qu'un entretien d'avertissement ait été mené, il n'a en rien changé sa conduite. Pour les autorités soviétiques, il est donc temps d'agir. En seulement 4 petites semaines, Rudolf Nureyev a pris goût à la liberté et il entend bien en profiter. Un jeune danseur du Kirov qui sort, fait la fête à Paris avec des amis. Tout cela est bien sûr très subversif pour les autorités soviétiques. Alors que faire? Comment réagir? Voici venu le temps des sanctions. Nous sommes le vendredi 16 juin 1961. La troupe du Kirov doit quitter Paris pour la suite de sa tournée à Londres. Dans le hall de l'aérogare du Bourget, c'est le temps des au revoir pour Nureyev. Autour de lui, il y a les copains, les amis qu'il s'est fait. La troupe n'a pas encore passé la police. Et au moment où le danseur russe s'apprête à passer la sécurité, 2 hommes s'approchent de lui. Tout d'un coup, ils ont pris Rudolf à part, ils lui ont parlé. Et j'ai vu Rudolf devenir vert, blanc, complètement un visage épouvanté. J'entends un cri, je vois Nureyev s'affaler par terre. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il faut faire quelque chose. Voilà, on me punit, on me renvoie à Moscou. Je me précipite sur Nureyev, qui, toujours un genou par terre, me dit « Je suis un homme mort ». Une représentation spéciale au Kremlin, voilà la raison avancée par les 2 hommes pour le faire entrer seul à Moscou. Le danseur doute très vite de cet argument. Il me disait non, ils vont me tuer, non, je ne peux pas résister à cela. Quand il venait à la maison, il avait trouvé un coupe-papier en argent massif qu'il avait beaucoup aimé, je lui avais donné. Alors il a sorti ce coupe-papier et il m'a dit, si on ne fait pas quelque chose, pour moi je me tue, mais je ne veux pas retourner en Russie. Dans le hall de l'aéroport, c'est la confusion la plus totale, d'autant que personne ne peut s'opposer directement aux 2 agents du KGB. On leur avait donné des instructions très précises, il fallait qu'ils surveillent Rudolf. Alors, c'est une amie française de Nureyev qui se rend au bureau de la police de l'air et des frontières. Et les policiers lui disent qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent évidemment pas le prendre par la main parce que ça serait un enlèvement, mais qu'en revanche, ils peuvent se mettre au bar. Et si ce jeune danseur veut se remettre dans leurs mains, eh bien, il lui suffit de venir à eux. Le plan a l'air simple, mais en pratique, rien n'est gagné. Pour approcher le danseur toujours encadré,
Pierre Lacotte fait semblant de le saluer une dernière fois. Alors je dis, calme, tu vas vers la personne qui est en noir derrière, qui est un policier en civil, et tu lui dis « I want to be free », et la chose sera faite. Il était là, tremblant des pieds à la tête. Il se précipite derrière le policier. Les Russes ont voulu se bagarrer avec les policiers pour le récupérer. Et lui, il était paniqué au milieu de tout ça, il disait « Qu'est-ce qui va se passer ?» Les services de sécurité soviétiques ont certes réagi, mais il est déjà trop tard. Nureyev s'éloigne, protégé par les policiers français. C'était un coup de chance, on avait l'impression que la mise en scène avait été étudiée tellement bien pour que ça marche, que ça a marché. Et pour moi, ça a été miraculeux. Il reste alors pour Nureyev à signer sa demande d'asile. Une décision lourde de conséquences. Pour y réfléchir sans pression, le citoyen russe est isolé dans un bureau. Tout à coup, tout était silencieux. J'étais seul. 4 murs blancs et 2 portes. Il y a une porte qui peut le ramener vers ce bureau qui lui permettra de demander à rester en France, et une autre porte qui va vers le tarmac, et à ce moment-là, il peut prendre l'avion pour Moscou. Ça implique quitter tout, quitter son pays, sa patrie qu'il aime, sa famille, sa maman. Il fallait vraiment beaucoup de courage, parce que là, c'était sans retour possible. Il sait que le gouvernement là-bas ne lui pardonnera jamais d'avoir quitté la Russie. Après quelques minutes, Rudolf Nureyev choisit donc de rester en France. Les policiers établissent un procès verbal. Je m'adresse à vous sans aucune pression extérieure. Je ne veux plus retourner dans mon pays et je demande à bénéficier du droit d'asile. En fin d'après-midi, le danseur est conduit à la préfecture de police pour être entendu par les renseignements généraux. Il s'agit d'interroger ce jeune homme quand même. Hein. Pourquoi fait-il défection? Qui est-il? Qui connaît-il? Est-il un espion? Que sait-il du régime communiste? Et les différentes enquêtes arriveront toutes à la même conclusion. Le danseur russe n'est pas un espion. Le soir même, la nouvelle de sa défection fait le tour des rédactions. Rudolf Nureyev vient de faire courir tout Paris. Rudolf Nureyev donc a demandé à rester en France en bénéficiant du droit d'asile. Dans tous les médias, partout, c'était un super événement politique. Il déclara qu'il voulait rester en France. Des membres de l'ambassade soviétique se sont d'ailleurs aussi entretenus avec lui, mais Nureyev n'a pas voulu changer d'avis. Ça fait la une de tous les médias parce que c'est un pied de nez formidable à l'URSS. Voilà, c'est une espèce de ricanement, de ricanement général en disant mais ça, ils l'ont pas volé. Un pied de nez que les soviétiques vont s'attacher à cacher dans leur pays. Ils ont étouffé l'affaire. De toute façon, les journaux n'en ont pas parlé en Russie. À aucun moment cette fuite ne sera évoquée, mais le KGB, lui, ne l'a pas oublié. De son côté, Nureyev subit le contre-coup de son choix et il s'interroge sur le prix de cette liberté. C'était un convalescent après une grande maladie. Il était fébrile, il avait du mal à aller d'un endroit à un autre. Vraiment, c'était pénible de le voir. Ça a été un choc terrible pour lui. Il pensait beaucoup plus au regret d'avoir quitté la Russie que le bonheur d'être libéré. Il était paniqué. Ma mère, qu'est-ce que va penser ma mère? Je ne pourrais plus la voir. Ce n'est qu'au bout d'une semaine que le danseur va enfin sortir de son silence. Nous sommes le 22 juin 1961. Ce jour-là, des dizaines de journalistes et de photographes se pressent sur la scène du théâtre des Champs-Élysées pour rencontrer celui qui a choisi la liberté. Il est arrivé en civil et il était vraiment extraordinairement beau. C'était un jeune loup. Devant la presse, le jeune homme de 23 ans n'apparaît pas très bavard. Rudolf détestait parler en public. Il était très secret, très timide. Allez-y, ça tourne, avancez là-bas, près du micro. Êtes-vous heureux d'être ici en France? Non, s'il vous plaît, non. Il a répondu très calmement à toutes les questions, avec un petit sourire, un petit peu narquois, comme il savait l'être.
Moi, je voyais dans son visage quelqu'un qui commençait à réaliser qu'il allait pouvoir faire quelque chose de miraculeux. La première étape de ce nouveau départ passe par le ballet international du Marquis de Cuevas qui se produit dans ce théâtre. Mais au bout de quelques jours seulement, alors qu'il est en pleine préparation dans sa loge, 3 lettres lui sont remises. Ces courriers viennent de Russie, de son professeur Pouchkine, et de sa mère et de son père. Et les 3 étaient pour lui dire reviens, tu es un traître. Sa mère lui disait tu m'abandonnes, tu n'aimes plus ta mère. Comment oses-tu trahir ta compagnie, trahir ton pays, trahir ta famille? Ça l'a bouleversé. Et puis après, il s'est rendu compte quand même que c'était pour le déstabiliser. Et il y a eu une espèce de revanche, ça l'a rendu furieux. Nureyev comprend très vite que les mots de ses proches n'ont rien de spontané et qu'ils ont été soufflés par le KGB. Et donc il est allé sur scène avec encore plus peut-être d'énergie. Mais le danseur n'imagine pas ce qu'il attend dans la salle. Quand il est rentré en scène, tout aidait, où on n'entendait plus l'orchestre, on achetait des boules puantes sur la scène, des pièces de monnaie, c'était un scandale. Et puis des gens au balcon, tous réunis au même endroit, traître, salaud, retourne dans ton pays. En fait, ce soir-là, la salle est remplie de sympathisants communistes. Tout cela a été organisé par le KGB. Il était à la fois paniqué et en même temps illuminé, rien n'aurait pu l'arrêter. Quelqu'un a jeté un verre qui s'est brisé sur scène, puisque Nureyev lui-même m'a dit qu'il y avait des morceaux de verre et que j'ai quand même dansé, j'ai fait attention. Le danseur termine sa variation dans une ambiance survoltée. Les gens applaudissent, applaudissent, applaudissent et crient bis. C'est très rare en danse. Les autres hurlaient pour essayer de démolir et de hurler vendu, tout ce qu'on voudra. Mais il a terminé comme si de rien n'était. C'était un triomphe, plus qu'un succès. C'était un triomphe. Un triomphe du danseur ici à l'ouest qui va avoir cette fois une conséquence radicale côté soviétique. Les autorités vont tout simplement rayer ce dissident de la mémoire du pays. Même son nom était prescrit. Et quand on parlait, même prononcer le nom Nureyev, les gens baissaient la voix. Beaucoup de gens ont pratiqué effectivement l'autocensure en détruisant tous les documents, les programmes qu'ils avaient et tout, en se disant « Mon Dieu, mais ça peut être dangereux ». Instantanément, tout ce qui est lié à ce jeune danseur était rayé à jamais. Rudolf Nureyev vient donc de disparaître de l'histoire de l'Union soviétique. La jeunesse russe, coupée du monde extérieur, ne saura pas qui il est et qui il a été. Et les représailles ne s'arrêtent pas là, car la pression diplomatique va le priver d'un contrat à l'Opéra de Paris. Alors que faire quand on est un jeune danseur talentueux et ambitieux? Eh bien, Nureyev choisit de s'exiler à nouveau. En septembre 1961, Nureyev se perfectionne au Danemark aux côtés d'un danseur étoile considéré comme le meilleur de son époque. Il s'appelle Erik Brun. Erik Brun est un danseur dont Nureyev avait vu un film en Union soviétique et il avait été absolument enthousiasmé par cette manière de danser. C'était toute l'élégance, tout le raffinement de la danse. Et je pense que Rudolf a tout de suite senti qu'Erik Brun pouvait lui apporter tout ça. L'un en face de l'autre, Erik Brun et Rudolf Nureyev travaillent. Et le danseur danois apprend au danseur russe à canaliser son énergie. Beaucoup de gens tremblaient devant Rudolf, Erik ne tremblait pas, du tout. Mais alors pas du tout. Donc ça, je pense que Rudolf, ça le touchait. La seule personne qui a vraiment eu une influence sur lui, c'était Erik Brun. Je crois à la fois humainement et artistiquement. Erik voulait lui dire « shut up, tais-toi ». Et regarde. Et il regardait. Très vite, la relation entre eux va dépasser le cadre professionnel. Nureyev le dira toujours dans l'intimité, puisqu'il ne parlera jamais publiquement du fait qu'il soit homosexuel.
Nureyev dira toujours que ça a été le grand amour de sa vie. Les deux hommes vivent une passion amoureuse, certes, mais aussi une relation tumultueuse, et la personnalité de Rudolf Nureyev n'y est pas étrangère. Éric Brune a 10 ans de plus que Nureyev, et finalement, il va découvrir que son amant est aussi son plus grand rival artistique. C'était le contraire de Nureyev, c'est-à-dire que Éric Brune était un immense danseur, un des plus grands danseurs du XXe siècle, mais d'une nature tellement discrète, tellement peu voyante, tellement peu extériorisée que ça n'a pas été du tout la star. La fin de la carrière d'Éric Brune commence au moment où arrive Nureyev. L'élève a éclipsé le maître. Nureyev a balayé tout sur son passage dans l'histoire de la danse, parce que Nureyev dansait tellement différemment des autres. Il commence donc à se faire un nom dans le métier, assez en tout cas pour attiser la curiosité d'une des plus grandes danseuses anglaises, Margot Fonteyn. Elle voudrait l'inviter pour son gala de charité annuel. Elle cherche chaque fois des gens un peu plus originaux. Donc Nureyev dit « Oui, je vais venir danser pour ce gala et je veux danser avec vous le spectre de la rose. » Alors elle dit « Non, ça c'est pas possible, je ne peux pas le danser avec vous. » Margot Fonteyn est la grande ballerina de l'époque. Elle est connue dans le monde entier. Bon, mais elle n'est plus toute jeune. À 42 ans, la ballerine anglaise craint peut-être de se confronter à ce jeune danseur. Quelques jours plus tard, elle le rencontre pour la première fois, chez elle, à Londres. Le contact s'établit immédiatement entre eux. Elle le fait rire. Immédiatement, ils se sentent complices. Rien ne les rapprochait, mais ils se sont trouvés parce qu'elle, je pense, elle est tombée en admiration pour Rudolf. Et lui, il a trouvé à la fois une mère, une sœur. Et Rudolf Nureyev renouvelle sa demande. Il veut partager l'affiche avec elle. Il ne voulait pas danser avec n'importe quelle jeune débutante, il voulait danser avec Margot parce que c'était une légende, Margot. Et la légende finit par accepter la proposition. Reste maintenant à savoir si Nureyev va réussir à trouver sa place. Il était forcé avec Margot de se tenir d'une autre manière. C'était pas vraiment Rudolf pour moi. Il devenait anglais, il devenait plein de courtoisie. Il ne se déchaînait pas. Cet animal qu'était Rudolf, Margot l'a raffiné. Elle a taillé le diamant brut. Elle en a fait vraiment quelque chose de somptueux. Rudolf avait trouvé en elle la personne parfaite pour s'épanouir. Un duo d'un nouveau genre qui va susciter la curiosité et l'intérêt des journalistes et du public. C'est bouleversant. On ne pensait même pas à la différence d'âge. Brusquement, cette danseuse a rajeuni de 10 ans. On a sur scène le couple idéal, c'est-à-dire les deux plus grands interprètes du moment. On a parlé du couple Margot Fonteyn, Rudolf Nureyev. Et c'était Margot qui était mise très en avant au départ. Et puis Rudolf a pris le dessus du panier, quoi. En quelques mois, Rudolf Nureyev devient donc un phénomène qui suscite des réactions inattendues pour un danseur. Les gens l'attendaient pendant des heures à la sortie des coulisses. Les gens passaient des nuits entières à faire la queue pour avoir un billet pour aller voir Nureyev. Enfin, c'était devenu vraiment la star. Ce qui enthousiasmait les foules, c'était aussi un comportement, c'était une rockstar. Dans la rue, il ne fallait pas plus de 3 secondes pour que quelqu'un se retourne en disant « mais c'est Nureyev ». On le reconnaissait instantanément. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un look pareil. Partout où il danse, anonymes et vedettes l'accueillent à bras ouverts, comme ici, à l'Opéra de Paris. Il pouvait parler à Jackie Kennedy, à Donald Trump, d'égal à égal, alors qu'il n'était qu'un danseur, un saltimbanque de luxe. Un saltimbanque de luxe, très vite grisé par le succès. Il va dévorer la vie, tout ce qui est la vie pour lui, c'est-à-dire danser tous les soirs et s'amuser après.
Il a dû rentrer les soirs avec la tête lourde, c'est sûr. Le matin, les cheveux devaient tirer un peu. Mais il savait que s'il voulait rester la star qu'il était, c'est par la danse qu'il serait sauvé. Quelle que soit l'heure à laquelle il se couchait, ou une nuit blanche, ou un décalage horaire, de toute façon, il a toujours été au cours le matin. Il disait « Je vais évacuer tout ce que j'ai ingurgité hier soir ». Et il répétait sans aucun problème, comme s'il ne s'était rien passé la veille au soir. C'était incroyable. Parfois, les excès de la veille le conduisent dans des situations rocambolesques, comme ce 12 juillet 1967 à San Francisco. Les deux vedettes les plus célèbres du monde de la danse, Margot Fonteyn et Rudolf Nureyev, ont été arrêtés à 2h30 ce matin à San Francisco alors qu'ils participaient à une marijuana party. Après une descente de police dans une fête, le danseur vient de passer une partie de la nuit au poste et cela ne semble pas l'avoir déstabilisé. Il a aimé scandaliser et afficher le plus possible les extravagances. Au moment de récupérer ses effets personnels, c'est un homme au regard insolent et énigmatique qui joue avec la caméra. Nureyev s'amuse à ne rien dire. Silence, mais il regarde bien les caméras. Il y avait une certaine manière de dire, de toute façon, je fais ce que je fais, et ce que vous en pensez, et ce que vous avez à en dire, je n'en ai rien à faire. Do you have anything to say about it at all? How do you feel about it? Il pouvait avoir un regard, un sourire parfaitement narquois, de se moquer de vous intégralement, qui que vous soyez. How did you get involved? Most people want to know this. Will you dance this evening? Au-delà de la provocation, le danseur a clairement mesuré l'intérêt d'être une personnalité médiatique. Il faut rester dans la lumière. C'est très important parce que c'est en restant célèbre qu'il ne sera plus inquiété par le KGB. Ça, il a bien compris ça. À l'époque, Nureyev reste convaincu que ses vieux ennemis du KGB veulent toujours mettre fin à sa carrière. Ce n'était pas seulement dans son imagination ou dans sa paranoïa. Il y a eu effectivement un plan du KGB pour lui briser les jambes. Il y a eu ça. Les soviétiques ne lui ont jamais pardonné. C'est-à-dire qu'ils ont gardé une rancune à son égard qui a duré, mais jusqu'à, effectivement, plus de 30 ans après. Pendant quelques années, il se promènera par exemple avec un couteau dans la poche. Il se promènera jamais seul. Dans les restaurants, il se mettra jamais dos à la salle, mais toujours face pour voir qui pouvait se jeter sur lui ou vouloir l'agresser. En fait, sa meilleure arme reste donc la célébrité. Les soviétiques savaient qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose comme ça contre lui sans que ça leur retombe dessus, quoi. En quelques années, le danseur inconnu venu de l'Est s'est donc hissé au rang de star que les scènes du monde entier s'arrachent à prix d'or. Un statut qui va lui permettre de revenir dans le temple de la danse à Paris, là où tout avait commencé 7 ans plus tôt. Et ce retour intéresse bien évidemment les médias français. Voilà. Attends, je prête pour la télévision. On y va. Ce jour-là, aux côtés de Nureyev, une jeune danseuse étoile, Noëlla Pontois, quelque peu intimidée. Je le côtoyais un petit peu parce que je prenais des cours de danse où il était là aussi. Donc on n'était pas complètement inconnus l'un à l'autre. Mais de là à danser ensemble sur la scène à deux, c'est autre chose. Est-ce que ça vous a impressionné la première fois que vous avez dansé avec lui? Oui, beaucoup. Oui, parce que c'était un danseur merveilleux et d'une renommée aussi extraordinaire. Ça faisait déjà un moment qu'il était parti, donc avec les projecteurs sur lui, le monde de la danse tournait autour de lui. Nureyev est un mythe qui fascine et intrigue car l'homme ne livre finalement rien de ce qu'il est en dehors de la scène. La danse est un art bien difficile et bien exigeant. C'est tout à fait difficile et sacrifice partout. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire, par exemple? Je ne sais pas. C'est pas vraiment pas important. Public, pourquoi
C'est mon affaire. Ciao. Bye. Dès que les questions le touchent de trop près, Rudolf Nureyev affiche un sourire éclatant en guise de réponse. Mais alors, que cherche-t-il à masquer? Rudolf était toujours nostalgique quelque part. Il voulait jamais en parler, mais ça le travaillait. La carcasse de Rudolf était quelque chose de solide et capable de faire n'importe quoi. Et d'un autre côté, il y avait l'être humain qui était vulnérable, qui était triste, qui était un petit peu nostalgique, comme beaucoup de Russes le sont. Nureyev voit les années défiler et l'absence de sa famille lui pèse de plus en plus. Le fait de quitter l'URSS, de laisser sa mère, de laisser sa famille, c'est quelque chose qui a été une vraie déchirure, une vraie souffrance. Pour y mettre fin, il nourrit le secret espoir de faire venir sa mère à l'Ouest. Les autorités soviétiques ont pris un malin plaisir à le lui refuser en disant « Mais M. Nureyev est citoyen soviétique, il peut venir quand il veut rendre visite à sa mère », sachant pertinemment que c'était la prison qui l'attendait et qu'il ne ferait jamais cela. La situation est donc bloquée. Alors pour lui venir en aide, sa partenaire mythique Margot Fonteine prend la tête d'une manifestation à Londres devant l'ambassade soviétique. Nous sommes le 10 novembre 1977. Cela fait plus de 16 ans que Nureyev n'a pas vu sa famille. I think that he has made many efforts to be reunited with his family and none of them have succeeded. His mother is getting old, she's going blind. And it just seems terrible that they shouldn't be able to see each other. Le téléphone reste pour lui le seul moyen de maintenir le lien avec ses proches. Il les appelait une fois par semaine et parlait avec sa mère ou avec celui qui était à la maison. Mais bon, c'était toujours les mêmes questions. Comment allez-vous? Bien. Lui ne pouvait pas retourner là-bas. Eux ne pouvaient pas venir ici. Alors, il n'y avait rien à faire. Quand il arrivait à téléphoner à sa mère, à parler à sa mère, ce qui le réconfortait beaucoup, il me dit « J'entendais mon père tousser à côté, mais refusait de prendre l'appareil pour me parler. » Son père l'a totalement renié à partir du moment où il est parti. What news have you got of your mother? She went into office and they told her, well, you are old, you really don't want to see him, you are ill. And they were pushing a piece of paper to sign that she doesn't want to see me, she doesn't want to come out, things like that. Aux pressions sur sa mère s'ajoutent celles exercées sur les autres membres de sa famille. Sa grande sœur a vu sa carrière brimée et son père, mort d'un cancer, a toujours été désigné comme le père d'un traître. Je sais qu'il a envoyé beaucoup d'argent à sa famille. Nous sommes plusieurs de ses amis à avoir réussi à passer un peu de sous comme ça en douce pendant les tournées pour aider sa famille. Et il était très soucieux d'eux, de leur bien-être et tout. Je sais qu'il a acheté, envoyé un manteau de fourrure. Je ne sais pas s'il est arrivé en Russie, mais il a envoyé beaucoup de cadeaux. Ça a dû être très difficile pour lui de chasser tout son sentiment de culpabilité parce qu'il savait parfaitement, parce que c'était choisir ma vie contre tout ce qui pouvait arriver à sa famille. Et il a dit souvent, j'ai demandé à ma mère au téléphone, « Maman, tu ne me poses pas une question. Quelle question? Es-tu heureux? Oui, maman, je suis heureux. » C'était la seule question qui était importante. Derrière cet apparent bonheur du danseur se cache également une souffrance, celle d'une vie amoureuse, chaotique, depuis sa séparation avec le danseur Eric Brune. Il y a une chose qui est au-dessus de lui, qui est la danse. Le reste est une grande promenade constante dans la solitude. C'est quelqu'un de seul. C'est quelqu'un de seul. Il le sait depuis qu'il est parti. Il est entouré, mais il est seul. Il a construit une sorte de Kremlin de défense autour de lui. Il s'empêchait de tomber amoureux, il s'empêchait d'avoir des désirs trop évidents. Il m'a dit, je ne pourrai jamais vivre avec personne. Même des amants, peut-être non. Jamais. Et cette vie solitaire suscite forcément la curiosité des journalistes. Un jour, j'étais avec lui à Madrid
Et une journaliste lui dit « Mais monsieur Nureyev, comment se fait-il que vous ne vous soyez jamais marié, que vous n'ayez pas d'enfants, etc. » Il me regardait avec un petit sourire en coin, l'air de dire vraiment quelle gourde. Et là-dessus, il se redresse comme ça et lui dit « Madame, sachez que pour être grand, il faut être seul. » C'est donc adulé, mais seul que Nureyev passe les 20 premières années de sa vie occidentale. Une vie de nomade, un tourbillon, et au début des années 80, l'occasion va se présenter pour le danseur de 43 ans de se poser un peu. La France a un nouveau président, une nouvelle politique culturelle se met en place, et on parle de plus en plus d'une nomination. Elle concerne Rudolf Nureyev. Dès l'été 1981, les autorités françaises pensent à Rudolf Nureyev pour prendre la tête du ballet de l'Opéra de Paris. Le bruit a commencé à courir que Nureyev avait été approché par la France. L'ambassadeur de l'Union soviétique entreprend des démarches auprès du président de la République. Moi, j'ai rencontré à 2 reprises l'attaché culturel de l'ambassade soviétique qui m'a expliqué que c'était pas très bien, que ce serait mal vu, que nous prenions Nureyev. Bien évidemment que les soviétiques, pour eux, c'était une baffe supplémentaire, une gifle, de voir que ce traître à la patrie allait accéder au poste le plus mythique pour l'art de la danse vu de l'Union soviétique. Pour Nureyev, en revanche, c'est une nomination en forme de consécration. Il était au sommet de sa carrière et, bien sûr, il pensait « Quel est mon avenir? Je ne vais pas pouvoir danser toute ma vie. » Il avait fait le tour du monde, il avait dansé partout. C'était bien aussi qu'il se pose. S'installer à Paris pour Rudolf, c'était comme rentrer à la maison. Tout a commencé à Paris pour lui. Seulement, Pierre Bérégovoy, le secrétaire général de l'Élysée, ne veut pas froisser les soviétiques. Alors, à l'occasion du week-end de Pentecôte, le ministre de la Culture demande au chef de l'État d'arbitrer. Épisode ultime, Jack Lang était invité par François Mitterrand à grimper sur la roche de Solutré. Je lui dis, président, voilà ce qu'on me dit à l'Élysée. Est-ce possible? Il m'a dit, mais n'en tenez pas compte. Jack Lang est rentré en me disant, bon, c'est bon, le président de la République m'a répondu, on n'a pas à se préoccuper des soviétiques, faites ce que bon vous semble. À 45 ans, Rudolf Nureyev devient donc directeur de la danse de l'Opéra de Paris et il a bien l'intention de bousculer cette institution. Ce qui m'amuse en définitive, c'est de vous dire monsieur le directeur maintenant. C'est assez étonnant, non? Oui. Ça prend le temps pour habituer. Est-ce que ce rôle presque officiel vous convient? Je ne sais pas, je ne peux pas vraiment voir moi assis sur la chaise dans le bureau. J'espère, je trouve moi toujours dans les studios répétant les danseurs et danse avec eux. Rudolf avait très peur. Il me disait toujours que c'était un petit peu une reconversion. Il dansait partout dans le monde, il n'avait de compte à rendre à personne. Là, tout d'un coup, il avait une compagnie et il devait s'occuper de sa compagnie. Au moment où Rudolf est arrivé, la compagnie était à la fois très solide et elle avait besoin d'être secouée. Ça, il l'a secoué. Car c'est un homme de talent, mais aussi de caractère qui va très vite vouloir imposer de nouvelles règles. C'est pas quelqu'un voilà, qui était dans le compromis, de la gestion, de naviguer par des équilibres subtils au sein de la compagnie. C'était totalement étranger à sa personnalité. Il était là au cours pour corriger ce qui n'allait pas, les insulter quand ils faisaient quelque chose qui n'était pas digne de leur talent. Lui, c'était un homme qui travaillait tout le temps. Il ne s'arrêtait jamais. Donc pour lui, les horaires ne voulaient rien dire. Il ne comprend pas que dans des institutions comme l'Opéra de Paris, l'heure, c'est l'heure. Ok. Ce sont finalement trop de contraintes pour un homme qui se met au service de la danse en permanence et qui en demande autant à ses danseurs.
Ne pas compter son temps, ne pas compter son énergie, ne jamais s'économiser, c'est s'engager totalement. C'est ce qu'il faisait lui, donc il exigeait la même chose. Il fallait le suivre. Et quand tout cela ne suit pas comme il l'entend, le nouveau directeur laisse souvent éclater sa colère. Il y a quand même plein de choses en répétition qui se sont passées, qui étaient assez épiques, on va dire. Bah, ça se manifeste par des réflexions. Tout d'un coup, un danseur en qui il croit, qui se relâche, qui a peur de faire 2 tours en l'air ou quoi, il arrive et lui colle un espèce de faux coup de poing dans le dos et tient ton dos, etc. D'une manière un petit peu brutale, un peu physique comme ça. Ça peut être un thermos qui traverse le studio, ça peut être tous ces haricots verts et son poulet qui verse par terre. Je veux dire, Rudolf est imprévisible. On ne sait pas, tout d'un coup, il pète les plombs. On aurait dû quand même, à son mari, le prendre entre 4 yeux, que quelqu'un le prenne entre 4 yeux et lui dise non, je suis désolé, à l'Opéra de Paris, ça ne se fait pas. Bon, c'est tout. Et là, vous ne pouvez pas faire ça. Il a été par beaucoup de gens traité comme un enfant gâté. Il était très, très impatient. Lorsqu'il parlait avec quelqu'un, il posait une question. On ne lui répondait pas immédiatement. On lui demandait « Excuse-moi, j'ai pas bien compris ». Non, non, allez, on passe, on passe. Parfois, quand les choses n'allaient pas, oui, il débarquait dans mon bureau, j'en ai marre, je donne ma démission, je l'écoutais, je parlais un peu avec lui, et puis le lendemain, tout rentrait dans l'ordre. Il ne supportait pas d'attendre. Il pensait que son temps était beaucoup plus précieux que celui du commun des mortels. On peut dire ça. Et si Nureyev considère que son temps est si précieux, c'est peut-être aussi parce qu'il vient d'apprendre une terrible nouvelle. En novembre 1984, quelques mois seulement après sa prise de fonction, une perte de poids et une fièvre persistante l'ont poussé à subir des examens. Il a appris qu'il était séropositif. Ça a été un coup dur pour lui, hein. Alors que c'était le tout début de sa présence à l'Opéra de Paris. Nureyev souhaite que tout cela reste secret. Rien ne doit se savoir autour de lui, car le sida est encore une maladie méconnue et taboue. Le dire, ça aurait été de ne plus pouvoir rentrer aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, comme on demandait en passant la douane si l'on était atteint de maladies infectieuses. C'est pour ça qu'il souhaitait aussi garder son intégrité, hein, pour pouvoir continuer à danser et à assumer des responsabilités qui étaient les siennes. Sinon, il aurait été d'entrée de jeu totalement discrédité. Il m'a dit, écoutez, moi, voilà, vous êtes le médecin, vous allez gérer ça, c'est votre problème, c'est vous qui vous en occupez. Moi, pendant ce temps-là, je travaille et je fais mon métier. Quand il a appris sa maladie, il l'a jamais vraiment accepté. Il a jamais accepté qu'il pourrait un jour disparaître avec cette maladie. Je pense qu'il s'est dit non, moi, je ne disparaîtrai pas. Même s'il refuse d'en parler, les premières rumeurs circulent sur son état de santé. À l'époque, dès que quelqu'un perdait 3 kilos, on croyait qu'il était malade, donc c'était pas forcément très fiable, si vous voulez. Après, au bout d'un certain temps, ça s'est su quand même de façon assez certaine, parce qu'il a commencé à avoir des arrêts, il a commencé à avoir des problèmes plus sérieux. Ça se voit qu'il est malade, ça se voit. Il a les joues creusées, il est quand même jeune encore. Il a ce bonnet qui cache plein de choses. Non, il est fatigué. On voit qu'il y a des réactions qui sont lentes. On voit qu'il n'a pas cette prestance avec les épaules baissées. Il mettait un certain temps à prendre ses marques, en étant tout le temps en retard. Il fallait attendre pour le lever du rideau et tout. Et c'est là qu'hélas, je l'ai vu aussi prendre un peu des substances pour pouvoir finir le 3e acte. La maladie progresse et il finit par se confier à demi-mot à quelques proches. À un moment, il me dit « Luigi, bientôt, je serai très malade. » À partir du moment où il a su qu'il avait cette maladie, ça a changé beaucoup sa manière de parler, de réfléchir, d'être avec ses amis. C'était beaucoup plus profond. Malgré la maladie, Rudolf Nureyev veut continuer à travailler, à parcourir le monde. Mais ces absences répétées de l'opéra vont commencer à être utilisées contre lui. Le fantôme de l'opéra existe. On le rencontre pas souvent dans les couloirs. Il a les joues creuses, il a les yeux un peu hagards,
il a souvent une casquette sur la tête. Il n'est pas très souvent là. Quand il vient, c'est pour faire une mauvaise action ou un mauvais ballet. C'est quand même très violent, très très violent. Il envoie des flèches exactement là où ça peut blesser. Ce 26 mars 1986, sur le plateau du journal télévisé, le célèbre chorégraphe Maurice Béjart laisse éclater sa colère contre Nureyev. Je ne viens pas polémiquer. Je viens demander à un intrus de se retirer. Au revoir, monsieur Nureyev. Pour comprendre cette querelle, il faut remonter 2 jours plus tôt. Ce soir-là, la première d'une création de Maurice Béjart est donnée sur la scène du Palais Garnier, à Paris. Et à l'issue de la représentation, applaudissements, hurlements, bravo Maurice, bon, bref, tout le monde a encore, hein, et on voit Maurice Béjart s'avancer, qui demande le silence et qui déclare « Et je remercie la direction du ballet qui me permet ce soir de vous annoncer la nomination de Manuel Legris et Éric Buan comme danseur étoile. » Ces 2 nominations sont une surprise pour tout le monde et surtout pour les intéressés. Bon, la choc, évidemment. Moi, j'étais sujet, donc pas premier danseur, pas dans le rang pour devenir danseur étoile. Donc, bien sûr, avec les yeux écarquillés, comprenant pas, les gens hurlant, bravo, etc. Dans ces cas-là, l'émotion est très forte, les 2 danseurs étoiles s'effondrent, tous les danseurs autour se mettent à pleurer, à applaudir, bon, la salle se lève. Le seul problème, c'est que Maurice Béjart vient de faire en quelque sorte un putsch en s'arrogeant un droit qu'il n'a pas. À l'Opéra de Paris, les danseurs étoiles sont nommés par les responsables, à savoir l'administrateur général et le président, sur proposition du directeur de la danse. C'est donc à Rodolphe Nureyev qu'il revient de proposer ses promotions. Maurice Béjart savait très bien la façon dont des étoiles étaient nommées. C'était vraiment, pour le coup, outrepasser l'autorité de Rudolf. Il y avait Rudolf Nureyev qui était à l'avant-scène dans un coin, puis qui était en train de faire ça, comme ça, qui faisait ça. Et donc, mais quelque chose, mais absolument, on ne comprenait rien de rien. Et puis le rideau se baisse. Tout le monde en train d'hurler, crier. Vraiment un brouhaha et une panique générale. Et Rudolf Nureyev, après, est arrivé. Il a dit non, non, il n'y a pas de nomination. Et avec cette espèce d'humour dévastateur qu'est le sien, il a dit poisson d'avril. Poisson d'avril. Je n'ai pas nommé ni M. Legris, ni M. Buan dans ce étoile. En quelques mots, Nureyev vient de démentir cette nomination sans valeur, à ses yeux. Nureyev a considéré que c'était une atteinte portée à son autorité. Mais ce qui aurait pu se cantonner au monde de la danse va trouver un écho particulier lorsque, 2 jours plus tard, Maurice Béjart s'invite au journal de 13h. J'accuse M. Nureyev, depuis 3 ans, de faire une politique contre la grande danse traditionnelle française. Les mots qu'il emploie, Béjart, dans cette interview sont quand même extrêmement rudes, très calculés. On voit bien qu'il regarde la caméra en face pour faire son « j'accuse » à la manière de Zola. Je l'accuse profondément du malaise de l'opéra et je viens ce soir lui demander de se retirer de cette scène. Il a vraiment vécu comme une souffrance, comme extraordinairement violent d'être contesté dans sa légitimité. Le soir de ça, Rudolf m'a appelé, il était tout seul chez lui, il était très malheureux, très très malheureux. Et Rudolf n'était pas le genre de personnage à vous dire je suis déprimé, voilà, Béjart m'a fait ça, je suis pas bien, je suis très mal. Il vous appelait et vous disait venez me voir, j'ai envie de vous parler. Nureyev est blessé, mais il ne répondra jamais publiquement aux attaques de Maurice Béjart. Trop préoccupé peut-être par un drame personnel. Il a autre chose en tête puisque Éric Brune est en train de mourir et dès le lendemain de cette polémique, Nureyev prend un Concorde de toute urgence et vient au chevet de son ami malade. Rudolf détestait tout ce qui était malade, opération, ou choses comme ça. Il fuyait tout cela. Rudolf avait très peur de la mort.
Et de faire ce voyage pour aller voir Éric, c'est que vraiment, il aimait beaucoup Éric pour y aller. Et ça a été très dur pour lui. Rudolf Nureyev arrivera à temps à Toronto pour un dernier adieu à Éric Brune. Il s'éteint le 1er avril 1986, à l'âge de 57 ans. Affecté par la mort de l'homme qu'il a aimé, malade et critiqué sur sa gestion de l'Opéra de Paris, le danseur traverse une période sombre. Cependant, l'espoir va renaître d'une façon inespérée à l'automne 1987. La raison, un vent de changement qui souffle à l'est du mur. Le président Gorbatchev entend faire bouger les lignes, il le fait savoir, et des contacts hier encore impossibles vont voir le jour. Nous sommes à Paris le 3 octobre 1987. Ce soir, le danseur a accepté une invitation à dîner qui doit rester secrète. On ne pouvait pas faire ça dans un restaurant où il y aurait immédiatement des oreilles indiscrètes ou un photographe. Donc on décide que ce serait chez moi. Ce mystérieux rendez-vous est inédit pour Nureyev. Pour la première fois depuis 26 ans, il va discuter avec un représentant des autorités soviétiques. On s'est installé, vraiment, on a passé un tête-à-tête, je ne sais pas, 6 heures ensemble, en buvant le vin blanc. En présence des Soviétiques, tout lui revenait. Tout lui revenait. Et Rudolf Nureyev se met à évoquer les brimades et les injustices vécues dans la troupe du Kirov. À ce stade, la discussion paraît mal engagée. J'ai dit à Rudolf que s'il voulait vraiment revoir sa mère sans abandonner ses convictions intimes, il devait quand même mettre une petite sourdine face à ses interlocuteurs soviétiques. Les heures passent et le diplomate et le danseur finissent par évoquer l'essentiel. Il était terrorisé à l'idée de retourner en Russie. La crainte, c'était que revenant en Union soviétique, il soit arrêté, fait prisonnier et condamné à purger la peine à laquelle il avait été condamné par contumace. Il a demandé certaines garanties de notre part. Il a demandé à être encadré parce qu'il voulait quand même que ce soit officiel et être protégé. Le danseur pose donc une condition pour ce retour dans son pays natal, être accompagné par 2 représentants français. Alors à travers moi, c'était d'avoir un représentant officiel du gouvernement, c'était un élément de sécurité pour lui, je pense. L'autre personne de confiance est la femme qui s'est battue pour le faire venir en France. Il m'a rappelé en me disant « ça y est, j'accepte d'aller à Oufa et vous venez avec moi ». Bon, j'ai dit pourquoi pas. Après plusieurs heures, l'ambiance apparaît plus apaisée entre les soviétiques et le danseur. Il voulait refaire sa Russie. Il a posé les questions sur la littérature, sur la musique, sur le pourquoi Gorbatchev il fait ça. Rudolf s'est quand même détendu et ça s'est beaucoup mieux terminé que ça n'a commencé. Il est sorti, il y avait une lune figée, la rue était déserte, il a commencé à danser. Il a fait ces sauts extraordinaires parce qu'il était excité de retrouver avec la Russie, avec cette tradition russe, retrouver avec sa famille. Un mois après ce dîner, le danseur annonce lui-même à la télévision la nouvelle de son retour en Russie. Nous sommes la veille de son départ. Après 26 ans, loin de mon pays, j'ai obtenu permission de me rendre en Union soviétique auprès de ma famille. Ma mère était très âgée, souffrante. Il était plein d'amour, plein d'élan, d'un élan extraordinaire. Il avait presque rajeuni tellement il était heureux. Il avait sur son visage quelque chose que je lui avais rarement vu. C'était un épanouissement, les traits détendus. Je suis très ému et permettez que je ne réponds à aucune question. Nureyev a trop peur de remettre tout en cause par une parole malheureuse. Le lendemain, c'est donc un homme angoissé qui monte dans l'avion en direction de Moscou. Il est dans un degré de nervosité extrême. Il avait tout à fait raison d'avoir peur. Il était vraiment le premier réfugié politique à retourner. Personne ne pouvait garantir
que ce n'est pas un guet-apens. Je ne sais pas combien de champagne il a avalé pendant le trajet. Il était très, très, très fébrile. Il est, je crois, dans cet état d'esprit de la recherche du temps perdu, avec la confrontation d'un souvenir très fort avec une réalité qu'il espère être à la hauteur de ce souvenir. Je sens bien qu'il est complètement à la fois terrifié et à la fois curieux, débordant de curiosité sur ce qui allait se passer. Bonjour Monsieur Nureyev. Comment allez-vous à Moscou pour votre arrivée? À la demande des autorités russes, ce retour devait rester discret. Mais dans le hall de l'aéroport ce jour-là, toute la presse internationale s'est déplacée. Il se retrouve devant cette foule et on retrouve Rudolf, alors tout en majesté, prenant des poses de star, comme si de rien n'était. Je reçois un coup de fil furibard de l'ambassade soviétique à Paris. Ils étaient furieux, furieux. Dont la terre entière va savoir qu'il est venu en Union soviétique. J'ai demandé à Rudolf pourquoi il a fait ça, qui était quand même contraire aux accords qui avaient été conclus. Il m'a fait sa phrase éternelle, « Vous ne les connaissez pas. Moi, je les ai beaucoup pratiqués. Ma meilleure garantie, c'est que le monde entier sache que je suis là. Ils n'oseront pas toucher à moi. » Est-ce que vous avez jamais regretté d'avoir quitté l'Union soviétique il y a 26 ans? Pas sûr. Le danseur a quelques heures pour flâner dans les rues enneigées de Moscou. Et cela avant de prendre la direction d'Oufa, sa ville natale. Mais cette rencontre avec les Russes s'avère moins chaleureuse qu'il ne l'imaginait. Voici pourquoi. Tous les touristes américains qui étaient présents ou autres disaient « Tiens, mais c'est Rudolf Nureyev », lui demandaient des autographes, etc. Alors que les moscovites ne le connaissaient pas. Le gouvernement soviétique avait occulté très soigneusement le nom et la renommée de Nureyev. Les Russes étaient tout à fait capables, s'il y avait sa photo dans un livre, de supprimer le livre, de faire une réédition et de mettre quelqu'un d'autre à la place. Donc, le brave kidam russe ne savait pas qui c'était Nureyev. À 2 h du matin, Rudolf Nureyev retrouve ses proches à l'aéroport d'Oufa. On imaginait des retrouvailles plus festives. Ils avaient presque l'air, ces gens, enfin bon, c'est les deux sœurs, d'accueillir un étranger. C'est vrai qu'on a été un peu frappé par cette relative froideur. Il m'a dit j'ai l'impression de parler à des gens qui vivent sur la Lune. Nous ne vivons pas dans le même monde, on n'a plus rien à se dire. Ils sont sur une autre planète. Il appartenait plus au même monde et je crois que quelque part aussi ses sœurs lui en ont voulu. Parce que quand il est parti, quelque part c'était un geste très égoïste de sa part. Et il n'a pas pensé immédiatement à tout ce qu'il laissait derrière et aux représailles. Une certaine froideur, une distance, mais ce que Nureyev espère alors plus que tout, c'est de renouer le lien avec sa mère. Sa mère était extrêmement malade. Et je ne sais pas si la famille lui avait dit que Rudolf revenait. Si bien que ça a dû être, pour cette vieille dame, une extrême surprise et peut-être même que tout s'est bousculé dans sa mémoire. Il n'est revenu que vers 9 h du matin. L'air complètement décomposé. Et alors je lui dis, alors, Rudolf? Alors il me dit, elle ne m'a pas reconnu. La déception est bien sûr immense pour Nureyev, qui repart avec le sentiment d'être un étranger dans son pays et dans sa propre famille. Et quand il est rentré, c'était très pénible. Très, très pénible. Il m'a dit « Mais pourquoi j'ai pas pu aller plus tôt ?» Je l'ai embrassée, elle m'a demandé des nouvelles. Elle m'a dit « Est-ce que vous voyez Rudolf ?» Elle lui demandait à lui où était Rudolf et qu'est-ce qu'il devenait. Elle ne l'a pas reconnu. Et ça a été un gros choc. Quand
je lui ai demandé comment ça s'est passé, votre visite là-bas, il m'a dit « Ok, well, it's done, c'est fait, n'en parlons plus. » Bon. Ce voyage était très teinté d'amertume, parce qu'au fond, quelque part, son passé était mort. Vous voyez. C'est une blessure qui n'a pas guéri. Dans le fond, il a dû vivre jusqu'à la fin avec cette blessure. Ce retour tant espéré laissera finalement un goût amer aux danseurs. 3 mois après, Nureyev perd celle qui ne l'avait pas reconnue, sa mère. Une douleur personnelle à laquelle s'ajoute un deuil professionnel car il a dû depuis quelque temps renoncer à se produire sur scène. La maladie progresse mais le danseur n'abdique pas. Pour autant, il va se battre pour mettre en scène le ballet qu'il avait fait connaître lors de ses débuts à Paris. Le 8 octobre 1992, dans une loge d'orchestre de l'Opéra de Paris, Nureyev assiste à la première de La Bayadère, un ballet classique qu'il met en scène depuis plusieurs mois. Il a lutté pour ça, pour essayer de tenir jusqu'à la première. Quand il répétait, il était allongé la moitié du temps, il pouvait à peine montrer les pas, et c'était ses assistants qui transmettaient ses désirs, mais il était très impliqué. C'était sa volonté. Il venait tous les jours pour faire son ballet. Il était très mal ce jour-là. Il était allongé dans les petites loges à côté et on lui avait donné certainement des calmants, des euphorisants parce qu'il me disait toujours comme un enfant « Dites-moi quand l'éléphant va passer », comme un gosse. Ce soir-là, le metteur en scène vit ses applaudissements comme une récompense particulière. Peu avant qu'il ne soit appelé pour aller sur le plateau, nous venons avec mon épouse dans sa loge. Il nous a regardé comme ça, avec vraiment le regard de ce que ça voulait dire, quoi. Ça voulait dire, c'est fini, je suis là. Ce qui nous a laissé lire dans ses yeux, c'était, voilà, j'ai consumé ma vie, j'ai consommé tout. Et là, aujourd'hui, je livre ce cadeau. Alors que le public rappelle les danseurs, Nureyev rejoint également la scène, soutenu par son médecin et son masseur. Il a tenu à dire adieu à son public. Il n'était pas du genre à vous dire « Voilà, je vais partir, je dis adieu ». Mais il le savait. C'était comme s'il voulait dire au public « Me voilà ». C'était la première fois qu'il se montrait au monde entier et qu'il disait « Je suis malade, au revoir tout le monde ». Car c'est un homme très affaibli qui se tient là, debout, face au public. Dans la salle, quel étonnement! Parce que les gens ne s'imaginaient pas qu'il était à ce point malade. On avait gardé le secret de sa maladie jusqu'au bout. Il y a eu un frisson, il y a eu un moment de silence extrêmement prenant. On a tous pleuré. Parce qu'on savait que c'était la dernière fois. Il y avait des photographes dans la salle, ils savaient très bien que le lendemain, le monde entier saurait. Voilà, que Nureyev était devenu un vieux monsieur malade. On sent qu'il est à bout d'énergie, mais il est là. Il est là, et puis on est là, Laurent Hilaire le soutient. On l'entourait, on était très autour de lui, on était un peu évidemment dans l'émotion, il y avait une grande affection aussi autour. Saluer sur scène, c'est un acte. Et là, il a fait un acte sur scène très important. Et la salle s'est levée, c'était une standing ovation, quoi. Pendant 20 longues minutes, le public et les danseurs rendent un dernier hommage à Nureyev. Il part, mais il part avec panache, oui. Après la remise d'une décoration, un dîner de gala est organisé en l'honneur de Nureyev dans le foyer de l'Opéra. Il présidait la table avec moi. Puis, tout à coup, au milieu du dîner, il m'a fait un signe. Et il m'a dit « Pierre, je ne peux pas rester. Il faut que je rentre. » J'ai dit « Viens, et je t'accompagne. » Alors nous avons traversé l'opéra, vide.
Nous avons traversé la Seine, vide et noire. Et en bas, je l'ai embrassé. Il est monté dans sa voiture. On s'est fait un signe. Et je savais que je ne le reverrai plus jamais. Deux jours plus tard, après le succès et les honneurs, le danseur veut quitter Paris. Il m'avait dit, maintenant ça suffit les traitements, les machins, je vais faire ma propre thérapie, c'est-à-dire la mer et le soleil. Nureyev décide alors de se retirer dans sa maison de l'île de Saint-Barthélemy. C'était comme des frères, c'était comme mon père, c'est comme quelqu'un de la famille, quoi. Je faisais tout pour qu'il soit comme si c'était normal, qu'il sorte bien. Je l'amenais à la plage, je l'aidais à nager. Mais je sentais que dans ses yeux, il savait. Il savait que il essayait de lutter, mais que ça marchait pas. Et il voulait plus rentrer. C'est je crois, la seule fois où j'ai vu Rudolf pleurer. Quand je lui ai dit, il faut qu'on prépare les affaires, on part demain. Et là, je l'ai vu fondre. Il ne voulait pas rentrer. De retour à Paris, l'homme en perpétuel mouvement qu'il a toujours été est maintenant dépendant. À ses côtés, un garde-malade veille sur lui. Quelqu'un qui a été libre, qui a toujours fait ce qu'il voulait, avoir besoin de quelqu'un en permanent parce que s'il fait un malaise, s'il a besoin de quelque chose, je pense que c'était quelque chose qui devait l'affecter. Les derniers mois, avant sa mort, sa conscience se trouble. Quelques jours, il est très présent, quelquefois, il l'est moins. Donc, c'est un peu par éclipse. Il est comme un enfant qui subit et qui veut garder, emporter avec lui la vie qu'il a aimée, les êtres qu'il a aimés. Je pense qu'il est, à ce moment-là, libéré de tout. Il est complètement purifié, là, arrivé là. Il est prêt, d'ailleurs, à partir. Chaque jour, ses forces s'amusaient, il se rendait compte qu'il n'avait plus la capacité de faire les mêmes choses. Il y a quelque chose qui était plus fort que lui qui l'a vaincu. Je pense qu'à la fin, il l'a accepté. Il y a eu plusieurs soirées très tristes à son appartement. Il était sur son grand divan et il regardait à 2h, 3h du matin des films russes dans le silence. Et alors, de temps en temps, je voyais le visage de Rudolf qui s'illuminait parce qu'il y avait un bateau-mouche qui passait par la fenêtre. Le 6 janvier 1993, Rudolf Nureyev s'éteint à l'âge de 54 ans. Pour l'homme sans autre religion que la danse, c'est à l'opéra qu'est organisée une cérémonie d'adieu, une semaine plus tard. C'était sa maison, c'était sa vie, et c'était le théâtre, et c'était l'opéra qu'il aimait le plus au monde. Il avait simplement envie d'un hommage dans la maison qu'il a aimée, avec les gens avec lesquels il a partagé des années précieuses. Jamais un artiste n'avait été adulé au point que même après sa mort, on lui rend hommage dans un théâtre. Ça a été un moment de grand silence, de respect. Les gens étaient là pour dire au revoir à Rudolf. C'était sincère. Qu'il soit porté par des danseurs, accompagné dans ce temple de la danse qu'est le Palais Garnier, je pense que c'était une chose extrêmement importante, mais qu'il aurait aimé. Comme il l'avait souhaité, Rudolf Nureyev est ensuite enterré au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Une façon de revenir en Russie, tout en restant dans le pays qu'il avait choisi.
Rudolf a eu la vie qu'il a souhaité avoir. Je crois qu'il a... S'il y a bien une personne qui a choisi son destin, je crois que c'est Rudolf. Il a fait ce qu'il a voulu. Et il a eu ce qu'il a voulu. Je suis persuadé. Je pense pas qu'il rêvait d'autre chose. Il a forgé sa vie, mais pas parce que c'était en lui. Je pense que c'était une force de la nature. Et il a fait son destin. C'est un conquérant de la vie. Il l'a bien conquise, la sienne. Il l'a bien réussi. Elle a été courte, mais dense, belle, heureuse. Alors que tous les médias internationaux rendront hommage à Rudolf Nureyev, la télévision nationale russe fera le service minimum avec ces mots. Le célèbre danseur du XXe siècle qui avait commencé sa carrière au théâtre Kirov avant de la terminer à l'étranger est décédé. Fin de citation. Dernière preuve, s'il le fallait, que son passage à l'Ouest ne lui a jamais été réellement pardonné. Voilà pour ce numéro d'Un jour un destin. Merci une nouvelle fois d'être fidèle à ce rendez-vous et à très bientôt.